J'aurais pas cru que les tracteurs allaient tant vous passionner, que ce soit sur Twitter ou que ce soit à cette conf-là. Merci à Aurélie pour le teasing aussi. Ça, c'est l'image que beaucoup de gens ont de l'agricole aujourd'hui. Et comment moi, un tech, je me retrouve aussi à faire de l'agricole. En fait, l'agricole aujourd'hui, c'est plutôt ça. Je vais vous faire un petit démarrage un soir. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de boutons, il y a pas mal d'écrans. Et vous me connaissez, j'aime bien les moteurs qui font un peu de bruit. Et là, je suis plutôt servi dans ce milieu-là. Donc quand on est face à un écran comme ça, quand on est face à tout ce milieu-là, bah, je me dis, il y avait peut-être quelque chose à faire côté tech. Alors je vais d'abord m'excuser. J'avais acheté un t-shirt pour l'occasion. Vraiment, il est arrivé mercredi. Forcément, j'ai un autre métier, vous vous doutez bien. Je me suis barré à fond parce que j'étais méga à la bourre et puis que Loïc m'attendait. Et le t-shirt, il est resté à la maison. Désolé, pour la prochaine, j'aurai un t-shirt Je peux pas, j'ai tracteur pour une autre conf. Il n'y a pas de problème. Merci Aurélie pour le teasing aussi. Je savais pas que ça avait plu autant le teasing Twitter sur les joysticks et tout ce qui se passe. On va faire un premier petit point quand même, et question que vous vous posez, c'est pourquoi cette conf? Pourquoi je fais cette conf aujourd'hui? Il y a un premier élément que je vis avec mes potes qui sont agriculteurs, c'est l'agribashing. On pourra en parler des heures, on pourra en discuter après. J'ai quelques exemples que je vous montre à la fin. Vous avez sûrement tous vu la piscine dans le champ que j'ai tweeté cet été, qui était un truc surréaliste mais qui est un quotidien. Donc vraiment remettre un petit peu aussi d'agricole dans le contexte dans lequel c'est aujourd'hui. La techno, bah, on a souvent l'impression que la techno c'est dans nos open space, c'est sur nos clusters Kubernetes et toutes ces choses-là, mais en fait de la techno il y en a partout. Et quand vous parlez que vous faites de l'informatique aux gens, les gens vous disent toujours l'informatique il y en a partout. Bah oui, il y en a partout, et on va voir qu'il y en a aussi là. Et il y en a sûrement beaucoup de très très évolués que vous soupçonnez pas. Si vous trouvez aujourd'hui que conduire une Tesla c'est cool et qu'il y a plein de techno dedans, je vous garantis que la semaine prochaine vous allez chez John Deere ou chez Fendt acheter un tracteur, hein. C'est sûr et certain. C'est au service de notre alimentation que je trouve que c'est noble. C'est une techno qui est noble. Et c'est parti de ça. En 2018, il y a John Deere qui a fait une conférence à ElasticCon où ils expliquaient leurs usages des clusters élastiques et qu'ils ont des clusters quand même avec 200 Tera de stockage. Et donc ça éveille certaines curiosités, mais ils n'ont pas assez expliqué les usages. Et on m'avait posé des questions sur les usages parce que voilà, il y a des gens qui savent que je fais un peu ça à côté. Pourquoi moi je fais cette conf? Parce que déjà j'avais pas d'agri qui était disponible pour la faire. J'aurais bien voulu avoir des duplex avec certains, notamment il y en a un qui est assez connu sur YouTube qui est pas très loin d'ici. Ça n'a pas pu se faire, c'est comme ça. J'ai baigné dans ce milieu, je suis né dans ce milieu. Du côté de ma maman, ils sont tous agriculteurs, donc l'été, les vacances, etc. J'ai toujours passé à faire ça. Et je ne l'ai pas vraiment quitté depuis que j'ai pu en gros mettre mes fesses sur un siège de tracteur, hein, en gros, ou aller voir les animaux. Et même si je suis né en Normandie et que maintenant je suis à Toulouse, j'habite en face d'une ferme et je suis devenu forcément super copain avec eux. Et je suis utilisateur des solutions tech quand j'utilise les engins agricoles, quand je monte avec eux ou quand on m'en prête. Et donc c'est vraiment sur cette vision-là et vraiment sur ce retour d'expérience-là que je vais vous expliquer ce qui est utilisé. La techno en elle-même, vous allez très bien la comprendre et vous allez très bien deviner comment c'est fait. Et puis en plus, parce qu'il y a plein de gros engins avec des gros moteurs, c'est pas des SUV. Je vous assure, quand vous croisez quelqu'un en SUV, il fait pas le fier quand même. Et aussi, bah, le week-end, quand je fais un peu de moissonneuse ou quoi, on me dit mais en fait, t'as la clim dedans. Ouais. D'après vous, est-ce qu'on a la clim là-dedans? Voilà, on l'a depuis longtemps. Je vais faire un petit disclaimer avant. Je vais citer beaucoup de marques. Il n'y a aucune marque qui est partenaire du truc, même si je suis allé les interroger. C'est juste que c'est les marques auxquelles j'ai eu accès par les copains, par les salons, par toutes ces choses-là. Donc il y a une globalité de la techno qui est toute la même à peu près chez toutes les marques, mais je vais essentiellement citer John Deere, Fendt et Claas parce que c'est les seuls auxquels j'ai eu accès. Euh, la conf, il y a des trucs un peu décousus parce que c'est la première fois que je la fais et ça va être la dernière aussi. Parce que autant la conf que j'avais fait sur les moteurs de voiture, je trouvais ça pénible à préparer, autant celle-là, on est 2 crans au-dessus. C'était une horreur. Vous, quand vous oubliez un slide, oh, bah, la veille, on fait une petite recherche, on a les docs, etc. Moi, mercredi matin, j'avais oublié un slide. J'ai pris la bagnole, je suis allé à la ferme, j'ai pris un tracteur, je suis allé dans le champ, je suis allé faire mon film. Voilà.
On va commencer avec une base de conduite. C'est les accoudoirs modernes qu'il y a sur tous les engins à peu près. Il y a beaucoup de choses qui se font avec juste le joystick. Plus on pousse, plus ça avance. C'est facile, on pousse, ça avance par kilomètre heure par kilomètre heure. On tire, ça ralentit, bon, pas de grande surprise là-dessus. On met un coup à gauche sur le joystick, ça passe de marche avant à marche arrière, tout seul. On débraye pas, on touche pas au pédale, on touche jamais au pédale d'ailleurs. On met un coup à droite, on va à la vitesse sélectionnée. Donc on fait une vitesse de champ, une vitesse de route, on met un coup à droite, il se débrouille, il va y aller tout seul. On n'utilise jamais les pieds, il n'y a pas de vitesse à passer. S'il en a dans la boîte de vitesse, il se débrouille. Et on va voir dans les vidéos que le truc, on lui donne une consigne de vitesse, et peu importe la charge, peu importe ce qui se passe, il se débrouille tout seul. Et on peut arriver à des automatisations complètes. Il y a des boutons qui sont programmables sur les joysticks, où avec un bouton, on peut faire 8, 9, 10 actions d'un coup, qui vont être toutes mappées en plus en fonction de la vitesse d'avancement. Avec toutes ces commandes, avec tous ces boîtiers, avec tout ce qu'on rajoute, ça devient vite le Bronx en cabine. J'ai pris une screenshot d'une vidéo de Jean-Loup Chattard, donc, qui habite juste à côté d'ici, qui est exploitant. Voilà, enfin, faut pas trop compter sur la visibilité à droite. En général, ça va assez vite quand on commence à rajouter quelques écrans. Et encore, si on tourne un peu la caméra, il doit y en avoir un ou deux en plus pour le semoir. On va aller premièrement voir nos amis les bêtes. Les éleveurs laitiers, c'est peut-être une des professions qui a le plus évolué ces dernières années. C'est assez impressionnant. Vous avez des bâtiments aujourd'hui que, enfin, je pense que vous ne soupçonnez pas. Et notamment, j'ai pris un extrait de vidéo que j'ai expérimenté aussi dans certaines exploitations, c'est qu'aujourd'hui les traites sont totalement automatisées. Donc, on reconnaît la bête avec un collier RFID, tout ce qu'il y a de plus simple. Et après, la machine, elle est capable d'aller brancher la machine à traire directement sur la bête, ce qui fait que la bête, elle y va quand elle a besoin, quand elle a envie, n'importe quelle heure de la journée. Il y a toute une analyse qui est faite sur la qualité du lait, la quantité du lait, du coup des réajustements de tout ce qu'il va y avoir besoin en termes d'alimentation, en termes de compléments alimentaires et tout ça. Tout ça va être mesuré directement grâce à la machine. Alors ça, c'est une des choses les plus impressionnantes, mais vous vous doutez bien que les nettoyages des bâtiments, c'est automatique, l'alimentation, c'est automatique. Il y a un suivi des bêtes à chaque fois, et ça va très très loin jusqu'à poser des capteurs directement sur les bêtes pour assurer leur confort. Au niveau élevage, c'est la chose qui a le plus évolué dernièrement. Là, on ne parle pas de prototype, hein, c'est déployé dans des centaines, milliers d'exploitations sans aucun souci. Quand vous allez parler à tous les paysans, ils vont tous vous dire le plus important, c'est de respecter les sols. Parce que le sol, ça reste quand même l'outil de travail, ça reste comme l'outil de productivité. Et un des très grands aspects du respect du sol, c'est le tassage. Et on en arrive à des solutions comme ça. Là, c'est un arrachage de betterave. C'est toujours des machines assez énormes, dans des conditions, alors vu que ça s'arrache à peu près à cette période-là, les conditions d'humidité sont forcément pas terribles. Donc là où vous y allez vous avec vos chaussures, vous allez vous enfoncer comme pas possible et vous allez ramener 1 kg de terre à chaque pied. Eux, il faut qu'ils y aillent. Et on voit que la machine, en soi, elle est en crabe, comme ça. Et il y a une raison très simple pourquoi elle travaille comme ça de travers, c'est que chaque pneu roule là où le précédent n'a pas roulé, pour une répartition du poids sur le sol. Et il y a toute une tech autour de tout ça, autour du tassage. On va pouvoir calculer la pression des pneus, fonction de la charge, fonction du type de pneu, fonction de la dimension du pneu et fonction de la nature du sol. Ça se fait grâce à une application notamment chez Michelin, où on rentre tout un tas de paramètres, notamment les modèles des pneus, puisqu'on sait du coup ce qu'ils vont être tolérés en termes de pression, etc. Et il va nous donner une répartition, donc une pression optimale à l'avant, une pression optimale à l'arrière, fonction de la répartition du poids, fonction du type de sol, etc. Et il va nous donner le tassage au sol optimal pour patiner le moins possible. Et puisqu'on a la pression optimale, eh ben, c'est pas la peine de s'embêter trop à aller dégonfler les pneus, puisqu'il y a déjà ce qu'il faut. Quand vous croisez les tracteurs sur la route avec le tuyau comme ça sur le côté, en fait c'est parce qu'ils sont capables d'ajuster automatiquement la pression des pneus. Et donc quand on va rentrer dans le champ, ça dégonfle, parce que sur la route, quand on va avoir des pneus complètement dégonflés, ça va être absolument ingérable. Ça dégonfle même en fonction des zones dans le champ, parce qu'il peut y avoir des zones plus ou moins humides, des zones plus ou moins dures. Donc il dégonfle selon qu'il a besoin, en fonction du taux de patinage. Et il regonfle avant de reprendre la route pour que ce soit à peu près confortable et pas défoncer la route aussi. Ça fait partie de la chose. Dans la répartition du poids, donc là on est reparti chez Jean-Loup Chattard, il est en train de semer du blé, donc ça se sème dans des conditions pareilles pas forcément terribles, c'est en hiver. Donc on double les roues pour pouvoir répartir encore mieux le poids au sol. Alors il y a un autre problème, c'est la route, hein. Sur la route là ça commence à être des tracteurs qui font 4 mètres ou 4 mètres 20 de large. Bon, c'est des fois la cohabitation avec les autres automobilistes peut être un peu compliquée.
Et donc il a une réserve de grains devant, sa semence, qui est très lourde, qui est montée sur une articulation, sur un relevage, et donc elle est posée dans le champ, elle a ses petits trous dessous, cette trémie-là. Au fur et à mesure qu'elle se vide, elle est de plus en plus légère. Mais au début, quand elle est pleine comme ça, elle va appuyer énormément. Mais en fait, on va remettre de la pression hydraulique dans le relevage, de telle sorte à ce que chaque pression de pneu, que ce soit entre les pneus à l'avant, les pneus du tracteur, les pneus arrière du tracteur, soit strictement identique. Comme ça, on arrive à un tassage uniforme, et ce qui fait un semis totalement uniforme. S'il n'y avait pas le cas, s'il n'y avait pas ça, les pneus avant de la trémie appuieraient trop fort, et on se retrouverait avec un creux derrière, mal travaillé, mal semé. Donc répartition du poids faite juste avec la pression hydraulique devant, et du coup en fonction du tassage, eh ben, ça va plus ou moins ajuster pour que la pression soit toute identique partout. Donc là on commence déjà à arriver à de la tech, c'est du capteur, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant, par contre en termes d'usage ça commence à changer sérieusement. On a beaucoup de reconnaissance d'images, ça arrive de plus en plus. Sûrement vous en avez fait avec des applications smartphone, ou en tout cas vous en utilisez. C'est pas le truc le plus impressionnant de la Terre à utiliser. Par contre ça peut aller assez loin. On va partir chez un maraîcher bio qui est dans le sud-est de la France. Il fait des cultures spécifiques, beaucoup d'herbes aromatiques. Et là, il y a une problématique d'aller travailler la terre entre les rangs de persil. Le persil étant extrêmement fragile. Il faut travailler au plus proche parce qu'en bio, en plus, il n'y a pas de produits phyto. Et donc, petite vidéo. Donc, il a une bineuse qui emmène 3 rangs à la fois. Elle a une caméra qui va filmer 2 rangs juste en avant de la machine. La machine elle est sur un châssis articulé, donc avec des vérins qui vont être capables, donc on va voir les 2 vérins qui vont être capables de la décaler à gauche ou de la décaler à droite. Avec des électrovannes, c'est pas très compliqué. Mécaniquement, c'est pas très compliqué en tout cas. Et donc après, on va aller en cabine avec lui. Et dans le boîtier cabine de la machine, on va voir ce que les caméras filment, va détecter le rang. Donc c'est juste détecter des points alignés. Et va faire passer du coup la machine au plus près. Donc là, on va voir sur la caméra. Voilà, ça détecte les 2 rangs et réajuste entre gauche et droite. On voit un peu. Et réajuste entre gauche et droite pour passer au plus près du rang. On est en dessous du centimètre en précision. Et on voit à peine les rangs qui n'ont pas été touchés. Les plans n'ont pas été touchés, mais tout le reste a été travaillé. Ça, sans ça, vous le faites pas. Sans caméra, avant on faisait avec un espèce de grand guidon. Et soit on pétait la moitié de la culture, soit on en laissait. Mais là, avec la caméra, on est sûr de passer au plus proche et d'être parfaitement droit en plus. On va aller chez le même agriculteur quand il fait de la récolte de tomates. Les tomates ne sont pas ramassées à la main. On attend à peu près 80% de fruits mûrs. La machine emmène tout, sépare les feuilles des fruits. C'est mécanique, c'est pas très compliqué. Mais après, il y a du fruit vert et il y a du fruit rouge. Et les industriels, les fruits verts, ils en veulent pas. Prendre une photo, faire une reconnaissance d'image pour détecter du vert, du rouge sur une image, bon, pas très compliqué. Et bien ça passe devant une caméra et on se retrouve avec des petites palettes à air comprimé qui vont dégager que les fruits verts. Ça va vite, hein. Et le tri est quand même plutôt bon hein, derrière, hein. Mais c'est surtout que ça dégage quasiment pas de fruits rouges. Là pareil, si vous devez le faire à la main, c'est l'enfer. On se retrouve à peu près avec la même situation aussi dans les lignes de tri de pommes de terre. Parce que forcément quand on arrache la pomme de terre, il y a toujours des mottes de terre qui passent à côté. Pareil, on s'amuse pas ou à les trier à la main ou à les arroser ou quoi que ce soit. Passe devant une caméra, même principe. On détecte le vert, le jaune, la pomme de terre jaune. Et avec le même principe de petite palette, on va aller virer toutes les mottes de terre. Alors c'est super précis, ça va super vite. Mais techniquement, c'est pas non plus un truc complètement dingue à faire, quoi. Mais avant, ça s'était fait à la main, totalement. Là, on va aller dans le cœur d'une moissonneuse-batteuse. Là, vous avez dû en voir plein cet été. Vous avez dû pester contre elle sur la route aussi, parce que ça fait 4 mètres de large, voire plus. Le principe de la moissonneuse, elle avale toute la matière. Ça passe dans le batteur. Les graines tombent en bas, passent devant un ventilateur pour enlever tout ce qu'on appelle la menu paille. Arrive en bas, et d'en bas, ça remonte jusqu'en haut de la machine dans une réserve qu'on appelle la trémie. Donc ça passe dans un élévateur. Et là, on va être dans le cœur de la machine et on va voir l'élévateur. Et devant l'élévateur, pareil, caméra. On prend une photo régulièrement, donc ça peut être toutes les secondes ou toutes les demi-secondes. Et la caméra va analyser le grain et on l'a en cabine. Et sur cette image-là, on va détecter les grains cassés. Ce qui est relativement facile avec du blé parce que le grain cassé, il est blanc du coup. Donc on détecte des traces blanches, on voit le grain cassé ou on voit les grains mal battus.
Et là, en fonction de ça, en fonction d'un étalonnage qu'on va lui faire, elle va réajuster toute seule l'écartement entre le batteur et le contre-batteur pour avoir une qualité optimale, c'est-à-dire pas casser trop de grains, c'est-à-dire être trop près, ou pas avoir trop de paille, c'est-à-dire être trop loin. Et ça, en fonction des zones dans le champ, en fonction du rendement, en fonction de tas de choses différentes, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on se retournait, on regardait la qualité de ce qu'il y avait dans la benne derrière et on réajustait. Là maintenant, caméra, c'est fait toutes les secondes et toutes les secondes ça réajuste l'écart entre le batteur et le contre-batteur. Et on voit cette caméra, elle est posée là directement sur l'élévateur à grains. Forcément c'est très protégé parce que l'environnement il n'est pas terrible, mais ça reste une caméra, tout ce qu'il y a de plus simple. Toujours en reconnaissance d'image. Alors ça, pour avoir fait ça en Normandie quand j'étais étudiant, la position de chauffeur dans le tracteur, je vous la souhaite pas, hein. Parce que vous êtes toujours retourné pour voir à quelle vitesse avance la machine et pour essayer de vous calquer sur la vitesse d'avancement de la machine, pas être trop près, pas être trop loin. Et le chauffeur de la machine, lui, il faut qu'il soit tout le temps en train d'ajuster la goulotte pour que ça déverse correctement dedans. En fait, pas vraiment. Reconnaissance d'image, on reconnaît la remorque, on sait où on en a mis parce que du coup on voit le taux de remplissage et on déverse. Et on déverse dedans et la machine elle gère toute seule et elle règle absolument toute seule le déversement dans la benne. Et donc elle n'en met pas à côté, évidemment. Il y a un autre aspect que vous avez tous vu parce que j'ai fait pas mal de tweets là-dessus, c'est le suivi de sol, le suivi de terrain. Il y a sous les équipements, là, il y a ces petites barres là, on appelle ça des palpeurs. Et les palpeurs, ils permettent de toujours suivre le sol. Donc dès que tu as toujours une distance réglée et prédéfinie du sol, parce que c'est pas toujours plat. Donc on va être capable de suivre le sol comme ça. Et fonction des pentes, des fois il va falloir ajuster complètement la machine. Alors fonction des pentes, c'est assez facile à faire parce que vous avez tous un accéléromètre ou un gyroscope ou un gyroscope dans votre téléphone et vous savez si vous êtes à la verticale ou pas. Il se trouve que les moissonneuses, la plupart, elles ont besoin de toujours travailler à plat. Parce que si elle est en pente, la matière glisse dedans et ça va pas bien se battre. Donc il faut toujours qu'elle travaille à plat. Et donc le principe, on désarticule la machine complètement. Alors en cabine, c'est impressionnant, hein. Quand vous êtes dedans, ça fait quand même très très bizarre. Et la machine, elle va suivre la pente. J'ai une petite vidéo de démo. Et donc fonction de l'angle, elle va plus ou moins se lever de l'arrière pour toujours travailler à l'horizontale. Et dans la descente, elle va se baisser. Pareil. On touche pas. Le chauffeur ne touche absolument à rien, c'est la machine qui fait tout toute seule. Pareil, techniquement, bon, est-ce que c'est si dingue que ça? Quand on prend la pente de travers, pas de problème. Pareil, ça fait bizarre quand on est dans la cabine, hein. Vous voyez tout de travers, vous voyez la pente, mais vous êtes droit. Si vous avez le mal de mer, c'est pas le genre d'objet qu'il faut utiliser, hein. Mais c'est pareil, c'est assez impressionnant. Il y a tout un aspect guidage, vous m'avez vu pas mal tweeter là-dessus. Il y a du GPS, évidemment. Quand on m'avait dit ah, t'as le GPS dans le tracteur, c'est pour retrouver tes champs. Non, pas vraiment. C'est un petit peu plus précis que ça quand même. On peut avoir du suivi de rang. Alors, on va en Normandie, chez mon premier patron. On faisait pas mal de culture de poireaux. Et la machine qui arrache, elle est capable de suivre le rang toute seule. Parce qu'elle a ce système de balancier devant. Et le balancier, il est en fait de part et d'autre du rang. Et quand la machine se décale, le balancier se décale et réajuste toute seule la machine sur le rang. Donc on conduit pas. Enfin, on conduit pas. On ne touche pas au volant de quoi que ce soit. On se tourne, on regarde ce qu'on est en train de faire et la machine va suivre le rang toute seule. Grâce au balancier devant. Il y avait la même chose sur l'arracheuse à betterave que je vous ai montré au début. Et on va aborder je pense, un des aspects les plus tech du talk. C'est le GPS RTK. Alors, il y a beaucoup de techno GPS. On m'a parlé aussi pas mal du truc européen, rappelez-moi le nom, Galileo. C'est ça. Il n'y a pas de Galileo du tout, parce que Galileo c'est européen et les constructeurs, ils sont pas européens. Ou en tout cas, ils vendent pas qu'en Europe. Le principe du GPS RTK, c'est on prend le signal GPS classique que vous captez avec votre téléphone. On va essayer de capter deux fréquences. Et il y a tout un ensemble de stations de base qui sont déployées au sol. Les stations de base, alors on peut en faire soi-même si on veut. On met une antenne GPS, on la plante à un endroit précis et récupère son signal GPS. Et au fur et à mesure du temps, à force de récupérer le signal GPS, elle connaît une position hyper précise là où elle est. C'est juste une question de temps. Une fois qu'on connaît l'emplacement exact, en fonction du signal GPS qu'elle reçoit, elle est capable de déduire un décalage de GPS. Et donc elle envoie ce signal de décalage au tracteur qui est en mouvement dans le champ. Et le tracteur qui est en mouvement dans le champ applique ce décalage parce qu'il sait que c'est le décalage qu'il a. Plus on va être proche de l'antenne, évidemment, enfin en tout cas de la station de base, plus on va avoir des précisions. Les précisions, je vous montrerai tout à l'heure, on est au centimètre, voire on descend un peu en dessous.
Ce qui est assez impressionnant de se dire qu'on place un engin de 13 tonnes au centimètre. Et on verra, il y a des démos, on verra que ça se place réellement au centimètre sans aucun problème. Les constructeurs déploient eux-mêmes hein, toutes ces antennes-là. Et puis bah, une fois que c'est branché à la direction, bah, pourquoi pas conduire tout seul, au final. Il y a un projet collaboratif qui s'appelle Centipede. Je vous invite à aller le regarder, c'est super intéressant. Ils vous fournissent toutes les docs pour pouvoir faire des stations de base au sol. Il y a aussi un réseau collaboratif. Vous pouvez faire vos propres consoles GPS RTK si vous voulez. Il y en a pour un petit peu d'argent parce que les antennes GPS, c'est pas le GPS du téléphone. Mais c'est possible de le faire. Et vous pouvez vous amuser à en faire. C'est assez rigolo, assez sympa. Maintenant, vous allez faire attention, chaque fois que vous allez croiser un engin agricole, quand vous allez voir cette espèce de champignon qui est là au-dessus de la cabine, c'est ça l'antenne GPS. Alors, ça combine l'antenne GPS et l'antenne 3G 4G pour récupérer la correction de signal. Et on va voir que la 3G 4G va pouvoir servir à beaucoup d'autres choses. Et pour info, on avait essayé de faire une installation GPS homemade sur un tracteur. Et en soi, faut pas mettre l'antenne en haut. Il faut la mettre très en bas. Parce que quand vous avez un engin qui fait trop 4 mètres de haut, et quand vous prenez une pente, ben, l'antenne elle est plus là où il y a les roues, et quand vous avez une précision au centimètre, ça commence à compter assez sérieusement l'histoire. Les constructeurs les mettent en haut, ils ont la correction en fonction de l'angle. Et une console GPS homemade, ben, ça peut ressembler à ça, une tablette Windows, parce qu'aujourd'hui le soft qui est fourni tourne que sous Windows, mais il y a pas mal de projets qui sont faits avec ça, et je vous invite à regarder ce projet-là, Mower Project. C'est quelqu'un qui s'est fait son robot de tonte, mais plutôt que d'enterrer un câble dans son jardin, il l'a fait avec un GPS RTK, donc du coup il précise au centimètre, et son robot se guide tout seul grâce au GPS. Ça c'est assez intéressant, et c'est un autre cas d'usage qui est assez sympathique. On voit aussi le GPS RTK qui est utilisé par beaucoup de boîtes qui font les mesures sur les chantiers, toutes ces choses-là. Ils posent une base, et puis après, comme vous êtes précis au centimètre, c'est quand même beaucoup plus simple. On va aller voir notre ami Jean-Loup. Jean-Loup, il utilise pas mal le volant électrique. Donc, il a un tracteur qui est plutôt ancien, sur lequel il a mis une antenne GPS, une console GPS, et il a adapté le volant électrique. Et on voit très bien, bon, je vais couper le son, le volant tourne tout seul, c'est électrique. Il a une précision qui est 3-4 cm, parce qu'avec le volant, c'est tout de suite un peu moins précis que quand c'est intégré. Alors, je peux remettre la vidéo si ça vous intéresse de voir. Et ce qui est important à voir, c'est qu'il a pris la ligne et le truc se guide absolument tout seul. Le volant tourne tout seul. Et là, on est sur un truc qui est monté après, parce que le tracteur il date des années 90 et il l'avait pas de base. Mais quand on l'a de base, alors on l'a de base depuis 7 ou 10 ans à peu près dans les engins, ça peut donner ça. Alors attention, ça va assez vite. On appuie sur le bouton auto, les roues avant tournent toutes seules. Il prend sa ligne, on pose l'outil et il se débrouille. Alors on va le refaire plus lentement. Je vais vous expliquer d'abord le tableau de bord en haut. Régime moteur, vitesse réelle, boîte de vitesse, donc rapport engagé dans la boîte de vitesse, et la vitesse qui a été sélectionnée. Après on a les températures. La console GPS elle est ici, je vous l'expliquerai après. Le tout petit levier là c'est théoriquement ce qui est censé être le levier de vitesse et pour avancer plus ou moins. Celui-là il est un peu plus ancien donc le marche avant marche arrière il est à gauche. Donc, je vais m'arrêter sur le tableau de bord. Régime moteur, vitesse réelle, vitesse engagée, vitesse programmée. On va appuyer sur le bouton auto. Le mode automatique, il est activé, il va prendre sa ligne qui est définie sur le GPS. Les roues avant vont tourner toutes seules. On réduit la vitesse à 2 km/h. La boîte de vitesse est descendue toute seule en 7ème puis en 5ème. En 3ème maintenant, on réajuste la vitesse puisqu'on veut aller à 10 km/h. Donc on met 4, 5. Donc là, il a du mal à repartir parce qu'il a planté l'outil dans le sol quand même. Il passe en 9 et après il va passer tout seul en 10 sans broncher. Il va ajuster son régime moteur tout seul pour pas caler, évidemment. Mais entre temps, au moment où on a fait le demi-tour, au moment où on a pris la ligne, on a planté un outil de 50 cm de profond dans le sol. Le truc, il a géré sa boîte de vitesse tout seul et il a géré son régime moteur tout seul. Le fait de gérer une boîte de vitesse et un régime moteur tout seul, c'est pas que du confort. C'est une économie de carburant qui est juste phénoménale. Parce que quand vous avez un champ qui est pas plat, dans les descentes, il passe les vitesses tout seul, il reste toujours à sa vitesse qui est sélectionné, comme votre régulateur que vous avez sur la voiture. Et dans les côtes, il va réaccélérer tout seul, mais il va réajuster ses rapports de boîte tout seul. Le GPS, ça nous permet de faire ça. Alors, je connais très bons chauffeurs. Dans des pentes comme ça, faire aussi droit, j'y crois pas. Je crois personne, s'ils l'ont fait à la main. Le GPS, ça vous donne des lignes parfaitement droites. Alors, c'est beau, certes, mais par contre, vous évitez le recroisement.
et on va en parler, ce que ça peut coûter le recroisement. Vous apportez un confort quand même au chauffeur aussi qui est assez intéressant, et vous faites des économies qui peuvent être aussi assez énormes en termes de carburant et en termes d'usure de matériel. Donc là, il y a des pentes quand même, mine de rien, qui sont assez importantes, et ça reste toujours parfaitement droit. Comment on fait le GPS? On arrive dans notre parcelle elle est préenregistrée. J'ai matérialisé ici, avec les petites lignes bleues, le sens du précédent semis qu'on a fait. On se prépare à faire un travail du sol. Et le travail du sol, on va essayer de le faire avec un angle. On ne va pas se mettre pile poil dans les mêmes traces. On va essayer de croiser. Donc on fait une ligne AB, qui va être notre ligne de référence. Donc là, j'ai mis une ligne AB à 30 degrés. Et après, on va faire ça. On va travailler donc là, exemple, on va prendre sur 6 mètres de large. On va au bout juste faire un seul virage. On va pas s'amuser à faire une marche arrière pour repartir, etc. On va laisser pile poil 6 mètres. On retravaille 6 mètres. On fait un seul virage. On retravaille 6 mètres. Et après, dans l'autre sens, on repasse et on fait toutes celles qu'on n'a pas fait. L'intérêt de ça, c'est qu'on ne perd pas de temps à faire des demi-tours à chaque fois. Parce que c'est long à faire un demi-tour. Et vous êtes sûr sur la largeur que vous allez travailler au maximum sur le multiple de la largeur de votre outil. Évitez le recroisement, mais mettre aussi des recroisements optimaux. Sur la console GPS, ça donne ça. Alors avec les reflets, c'était assez pénible. Vu qu'on a programmé la largeur de l'outil, il nous a programmé toutes les lignes de découpage. Et toutes les lignes sont faites de telle sorte à ce que ça soit la largeur de l'outil moins le recouvrement qu'on a mis. Je crois que le recouvrement, donc il a mis 3,1 m de large pour un outil de 3,20 m. Donc il y a un recouvrement de chaque côté de 5 cm. Il nous indique aussi, alors là on est en mode automatique évidemment, il nous indique aussi la distance du prochain demi-tour, il va biper. Si on a programmé le demi-tour tout seul, il va lever l'outil tout seul, faire son virage tout seul, prendre sa ligne, reposer l'outil, repartir. Donc ça c'est des procédures qu'on peut totalement programmer. C'est un peu long à faire, mais une fois que vous avez fait ça, vous laissez le tracteur dans l'entrée du champ, vous le récupérez à la sortie, il n'y a pas de problème. Il fait tout seul. S'il n'y a pas d'obstacle, enfin s'il y a un obstacle il va passer dessus de toute façon, puisqu'il ne va pas le voir. Donc si vous n'avez pas programmé l'arbre ou le poteau au milieu, tant pis. Parce que c'est pas le poteau électrique qui arrêtera l'engin, je vous l'assure. On va aller voir un cas d'usage, un super cas d'usage en Australie. Alors en Australie, ils ont des fermes gigantesques, on le sait, des terrains très plats, et ils ont une problématique essentielle, c'est le vent du nord qui est extrêmement froid. Et quand ils sèment, alors là on est sur un précédent blé, ils vont semer des lentilles. La levée des lentilles, donc quand les plants sont plutôt à 3-4 cm de levée, ça n'aime pas du tout le vent froid et ça claque direct. Le précédent blé, il a été semé sur une ligne est-ouest. Le blé a été récolté. Il reste ce qu'on appelle les chaumes, c'est-à-dire les tiges qui n'ont pas été coupées par la moissonneuse. Les tiges, on les a laissées, elles ont été laissées assez longues exprès. L'écartement de semis est de 10 cm. Donc tous les rangs sont espacés de 10 cm, y compris quand il y a 2 passages. Et pour semer les lentilles, pas de travaux de sol, ils sèment entre les rangs. Donc on reprend une trace GPS qui a été faite il y a 9 mois. On la décale de 5 cm, 7 cm, peu importe. On tombe pile poil entre. Et ça sur 500, 600, 700 mètres de long sans aucun problème. Ça va absolument pas dériver. Et il va travailler pile poil la zone entre les 2 rangs de blé, les anciens rangs de blé. Et ces anciens rangs de blé vont servir de pare-vent pour quand les lentilles vont lever. Ça, sans techno, vous ne le faites pas. Alors là, on voit 3, 4 éléments de semis. Ouais. En fait, l'outil, c'est ça. 15 mètres de large, un tracteur de 500 chevaux devant, une articulation entre les deux. Et si, alors je vous zoomerai la photo si vous voulez voir après, vous voyez derrière, les rangs de blé sont parfaitement restés. Il n'y en a pas un qui a été couché. Tout est resté impeccable. Les seuls qui ont été couchés, c'est là où les roues ont roulé. Ça, sans techno, vous le faites pas. Vous pouvez être aussi bon chauffeur que vous voulez. Je crois personne là-dessus. Et alors la vidéo, elle vient de chez HLG Machinerie. Pareil, si vous êtes un peu fanatec avec des gros tracteurs, allez le voir, c'est assez dingue ce qu'il montre. Donc la ligne droite, je sais pas combien de centaines de mètres est fait, mais bon, on voit que l'horizon est quand même très loin. La parcelle fait plus de 500 hectares et c'est toujours semé entre les rangs quoi qu'il arrive, du début à la fin. Je vais aborder un autre sujet, c'est l'interconnexion avec les outils. Pareil, on le voit peu, mais c'est un truc qui devient essentiel. Je vais vous montrer un premier cas d'usage. Puisque les machines sont connectées en 4G, est-ce qu'on peut les faire parler l'une avec l'autre? Ouais.
Alors là, on est au sein de la même marque, évidemment. Il voit, alors je vais remettre la vidéo plus doucement, qu'on puisse bien... Je vais mettre des pauses. On est dans la moissonneuse, il voit l'emplacement du tracteur qui est arrivé à côté de lui. Il peut faire request follower, c'est-à-dire il peut demander à ce que le tracteur le suive. À partir du moment où il clique là-dessus, le chauffeur du tracteur n'a plus la main. Et c'est la moissonneuse qui va déterminer la vitesse d'avancement, donc calquée sur sa propre vitesse d'avancement. Oula, je suis allé trop loin. Je vais vous mettre la vidéo en entier, comme ça on va bien voir. Donc, il demande l'accès. L'autre, il arrive à côté. Il appuie sur le bouton auto pour confirmer l'accès. Et du coup, c'est la machine qui détermine la vitesse d'avancement. Il peut choisir de le faire avancer plus, de le faire aller plus à gauche ou plus à droite pour vider parfaitement dans la benne. Pareil, techniquement, à partir du moment où c'est connecté, bon, il y a du boulot, mais c'est pas non plus dingue. Mais ça, en termes d'usage, par contre, c'est fou. Hop là, ouais. Le problème avec la technique, c'est les problèmes techniques. Alors, tous les constructeurs, ils ont réussi à se mettre d'accord sur une norme. Alors, quand on sait que nous, on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une API, ça nous fait un peu sourire. Ils ont réussi à se mettre d'accord sur une norme qui s'appelle Isobus, qui est une extension du Buscan que vous avez dans les voitures, qui font communiquer tous les équipements entre eux. Et ça permet à une machine attelée derrière d'exploiter le terminal du tracteur, mais ça lui permet aussi de communiquer avec le tracteur. J'ai un exemple avec une presse, donc le truc qui fait les grosses balles là. Donc elle affiche son propre écran sur le terminal du tracteur. Elle nous indique si on doit aller plus à gauche, plus à droite, ça nous indique la longueur de la balle, ça nous indique la pression sur la balle et l'état des noueurs. Et ça peut aller beaucoup plus loin que ça peut être la machine aussi qui détermine la vitesse d'avancement du tracteur en fonction de la charge qu'elle a. Donc fonction de l'épaisseur de paille qu'on fait avaler dedans, comme elle a toujours besoin d'être alimentée de manière assez régulière, bah, va faire avancer plus ou moins vite. Donc oui, c'est assez fou de se dire que quand même ils ont réussi à tous se mettre d'accord là-dessus. Je vais vous donner un autre exemple, c'est le semis. Semoir monograine, ce qui sert à semer les tournesols, le maïs, le colza, toutes ces plantes-là qui sont semées en rang avec graines individuelles. On voit que chacun des éléments de semis, on peut connaître le taux de remplissage, on peut connaître l'espacement, on peut avoir plein d'informations et on va voir qu'on peut pouvoir aller beaucoup plus loin que ça. Avec toutes ces connexions-là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la modulation, de la coupure de section. Tout est connecté. Vous vous doutez bien que si John Deere ils ont 200 Tera de clusters élastiques, c'est qu'ils grattent de la donnée en permanence. Et puis l'intérêt d'avoir des engins connectés, c'est pouvoir aller gratter de la donnée. Donc on se retrouve avec sur la plateforme, sur le net, avec l'état des champs. Donc là, il y a une récolte et la machine, elle a rempli toute seule la carte avec le rendement zone par zone. Parce que c'est pas parce que c'est un seul champ que c'est une terre uniforme. Donc là où il y a du rouge, c'est que le rendement est moins bon. Là où il y a du vert, c'est que le rendement est meilleur. Donc on se doute bien qu'il doit y avoir une zone un peu humide par là qui est pas terrible et par là aussi. Et ça va nous permettre derrière de faire ce qu'on appelle les cartes de modulation. Les cartes de modulation, c'est le même principe, sauf que c'est des zones délimitées du coup par l'agriculteur où il va décider quelle quantité de produit il va mettre s'il y a des traitements à faire, quelle quantité d'engrais il va mettre ou quelle densité de graines il va semer. Parce que là où on a une terre avec un potentiel plus important, ça sert à rien de mettre plus de graines au mètre carré. Justement, il faut en mettre moins. Parce qu'on sait que les plantes vont mieux se comporter. Par contre, là où on va avoir une levée qui est moins bonne, on va augmenter la densité pour pouvoir améliorer le rendement derrière. Et ça se fait de manière totalement automatique. On injecte la carte dedans et avec les zones, puisque du coup avec le GPS on sait où on va appliquer une dose qui va être envoyée à la machine derrière et la machine elle va juste appliquer la dose. Donc ça peut être augmenter l'intervalle entre les graines, ça peut être augmenter le nombre de graines au mètre carré, ça peut être mettre du produit, pas mettre de produit, en mettre plus, en mettre moins, mettre de l'engrais, pas mettre d'engrais, etc. J'ai un exemple que j'ai fait avec le simulateur de chez John Deere. Vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit, c'est rigolo, c'est simulator.johndeere.com, il faut juste créer un compte. Là, c'est un exemple de pulvérisation. On voit la rampe, ici, chaque buse étant commandée individuellement. Donc, elle met du produit. On voit la dose qui est appliquée, donc il peut changer la dose automatiquement. J'ai fait amorcer un virage. Et du coup, avec le contrôleur, on est capable de couper les buses les unes derrière les autres pour pas qu'il y ait de recouvrement.
Et là, vous voyez des petits triangles. En soi, c'est parce que comme chaque buse arrose 50 cm de large, au maximum, on a un recouvrement d'un triangle de 50 cm de côté. Et donc, on voit nos buses qui se réouvrent les unes derrière les autres. J'ai fait exprès de laisser une pointe pour repasser dessus. Et plutôt que ma petite pointe qui va faire 3-4 mètres de large, plutôt que d'arroser 36 mètres, et bien lui tout seul, il va couper les buses et il va mettre que le produit là où il n'y en a pas eu. Ça, en termes d'usage, alors à utiliser, c'est dingue. Par contre, en termes d'économie de produits phyto et d'engrais et d'intrants, c'est colossal. Là, on voit, hop, mes buses et scoop, on repart, il en rouvre. Pour pas recroiser, il en referme. Il continue de fermer. Et pareil, il va fermer de l'autre côté parce qu'on est déjà passé. Et ça arrive à la fin, quand on finit en pointe, il n'y a plus qu'une buse au bout qui arrose. Là, l'économie à l'échelle d'une exploitation, ça se chiffre en centaines, voire en milliers d'euros à chaque passage. Hein. Je l'avais mis sur Twitter, il n'y a pas grand monde qui a su un peu ce que c'était ça. Maintenant qu'on sait qu'on fait de la coupure de section, je vous l'ai montré avec le pulvérisateur, on sait le faire avec le semoir. Donc on commence par faire les tours du champ, et après on fait les longueurs. Et les longueurs, c'est pas perpendiculaire, et bien automatiquement le GPS il va couper les sections, les unes derrière les autres, pour pas qu'il y ait de recouvrement. J'ai une autre photo qui est encore plus évocatrice que ça, c'est qu'on voit qu'il est passé ici, on voit qu'il y a eu la trace de l'élément de semis qui est passé, mais il a coupé la graine à partir d'ici. Il n'y a pas de recouvrement. Ça, pareil, en engrais, parce que généralement on met des engrais localisés là-dedans, et en graines, l'économie, elle est énorme. Et aussi, elle est énorme en rendement, parce que quand vous mettez trop de plants en mètre carré, vos plantes, elles s'étouffent les unes entre les autres, et c'est forcément moins bon. Donc là où avant, on sacrifie un peu les tours, bah maintenant, on les sacrifie plus. Et on met pile poil les doses là où il y en a besoin. Et pour aller encore plus loin, pareil, vous avez vu ça, je l'avais mis sur Twitter, ça, c'est les traces des passages pour le pulvérisateur et l'épandeur à engrais. Ça épand sur des grandes largeurs, 30 mètres, 36 mètres, voire 40 mètres. Et donc, il passe forcément au milieu de la culture. Mais là où on passe, eh ben, on sait qu'on va écraser. Mais comme on sait où on va passer, est-ce qu'on va mettre des graines là où on sait qu'on va passer? Eh ben non. Et le GPS va nous permettre de faire ça, avec la coupure de section. Comment ça se passe? On va faire notre plan de semis. Alors là, j'ai fait un exemple tout simple avec 4 ans. Je commence par faire mes tours. Mon semis, on fait toujours les tours d'abord. Après, je vais commencer à faire une longueur. Je vais planter mon semoir au début. Ça va se mettre en route. Il va pas sortir de graines et il va commencer à sortir les graines ici, puis ici, puis ici. Enfin, du bas vers le haut, de celle-là, etc. Au moment où on sait qu'il va plus y avoir de recroisement. Et pareil, une fois arrivé au bout, il va tout couper parce qu'on va arriver sur un recroisement. Et ce qui donne à la fin, une fois qu'on a fait tout notre semis, il n'a pas semé exprès des rangs. Parce qu'on sait que c'est là où on va passer avec les roues du pulvérisateur. On sait qu'on va l'écraser, donc on sait qu'on récoltera rien. Pas gaspiller. Pareil, ça se chiffre de manière assez importante en termes d'économie, c'est énorme. Je vous ai montré tout à l'heure que quand on faisait le travail du sol, on prenait une largeur et on pouvait laisser une ou deux largeurs entre les deux. C'est ce qui se passe ici. On a un outil de travail du sol et on voit vite sur la photo que la largeur qui est laissée ici, c'est la même que la largeur qui a été travaillée. Et très souvent, on me dit est-ce que l'option est chère? Alors oui, c'est entre 8 et 12, 15 000 euros l'option GPS à peu près. Selon les marques, selon le signal qu'on veut, la précision, toutes ces choses-là. Mais du coup, est-ce que c'est rentable? Parce que quand même, à ces montants-là, puis bon, c'est des gens qui comptent un peu leur argent parce qu'ils n'ont pas toujours de quoi se nourrir. C'est assez important. J'ai fait un calcul. Sur un outil de 10 mètres de large, si on fait 1 mètre de recroisement à chaque passage, à la fin de la journée, on a perdu 10 hectares. On aurait pu travailler 10 hectares de plus. Quand on sait qu'on a un tracteur qui peut consommer entre 10 à 15 litres à l'heure de carburant, au prix du carburant actuel, alors même si c'est détaxé, on se doute que ça peut piquer un petit peu fort. J'aurais eu plein d'autres technos à vous montrer. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour les questions. On pourra en reparler. On pourra peut-être éventuellement refaire un talk. Je ne l'ai pas fait seul. Et vraiment, je remercie énormément ces gens-là qui ont pris du temps pour moi, qui m'ont donné toutes les infos, qui m'ont envoyé des photos. Principalement Émeric et Damien, qui sont mes voisins, qui m'ont prêté les tracteurs, que je suis allé voir dans les champs, que je suis allé filmer, que je suis allé embêter tous les 4 matins. Il y en a 2, Jean-Loup Chattard et Thierry Bailey. Ils sont youtubeurs aussi. Suivez-les. Alors surtout Jean-Loup parce que c'est un grand fou de techno.
Donc c'est vraiment de l'agriculture pour les geeks et il sort une vidéo tous les dimanches matin. En plus, il est juste à côté d'ici. Et Thierry Baillet a écrit un livre qui s'appelle Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent. Donc si vous voulez comprendre le monde agricole, c'est le bouquin qu'il faut lire absolument. Pitié, respectez les agris. Pour en faire un petit peu de temps en temps, je vois les tensions, je vois des choses. C'est jamais fait au hasard. Il y a une réglementation qui est stricte, qui est appliquée. Les produits phytosanitaires font malheureusement partie de l'univers agricole si on veut pouvoir manger quelque chose sans se l'être fait détruire par des ravageurs ou autres. Il y a énormément de contrôle. Faut pas croire. C'est pas parce que ils font quelque chose que vous croyez qu'ils le font totalement au hasard. Il y a des places en passager dans les engins. Donc si un jour vous vous promenez que vous en voyez un, faites-lui signe. Je ne connais pas un agriculteur qui vous refusera l'accès à bord. Très, très honnêtement. Euh, Bah oui, voilà. C'est ça aussi. C'est ça aussi qui nous attend. C'est-à-dire que bah oui, on s'est retrouvé avec une piscine dans un champ. Voilà. Avec la première question qu'on nous a posée, c'est ça gêne peut-être? Oui. Les dépôts d'ordures, c'est permanent aussi. Et ça, c'est pour leurs pommes à chaque fois. Et je vais vous miner le moral une bonne fois. N'oubliez pas quand même qu'en France, il y a un agriculteur qui se suicide par jour. Merci à tous. Évidemment, s'il y a des questions, et je suppose qu'il va y en avoir. Ouais. Ah. Je me posais la question du coup, les différents outils que vous avez pu présenter, est-ce qu'ils sont disponibles que sur des engins neufs ou par exemple il y a des kits d'amélioration des anciennes machines, etc. pour que des agriculteurs qui ont des machines plus anciennes, vu que ça coûte très cher de changer une machine, ils puissent se mettre à jour? Alors il y a des kits, j'ai montré avec la vidéo de Jean-Loup avec le volant là qui conduit tout seul. En soi, ça c'est un kit de deuxième monte. Donc on achète la console, on achète l'antenne, on achète un volant électrique. Ça se monte relativement facilement, tout est très relatif. Mais ça se fait très bien. La précision est un peu moins bonne, effectivement, que sur prise sur la direction directement. Il y a des kits qui existent aussi pour prendre directement sur la direction, mais là, il faut commencer à faire de l'hydraulique, c'est des choses plus importantes. Par contre, les antennes s'adaptent sur beaucoup d'outils. Il y a des antennes GPS qui se mettent aussi sur les outils derrière, parce que quand on travaille dans une pente, il peut y avoir de la dérive, donc il est capable aussi de mesurer la dérive. Toutes les consoles qui permettent de communiquer avec les outils sont possibilité de les acheter séparément. Effectivement, il n'y a pas une obligation de renouveler le matériel. Tout est disponible vraiment pour monter sur l'existant. Ouais. Ah, il y en a beaucoup là. Du coup, je me rappelle d'une vidéo, je crois que c'était Moverboard, sur le hacking de logiciels de tracteurs. Et en fait, il y avait beaucoup de problèmes de copyright et en fait, tout simplement de droit. On n'a pas le droit de modifier son tracteur. Ouais. Est-ce que ça, c'est des trucs qu'on retrouve, je sais pas, en Europe ou Ah totalement, de toute façon, j'ai présenté pas mal le matériel John Deere puisque c'est ce à quoi j'avais accès. C'est une matériel directement importé des US, hein, donc de toute façon il y a les mêmes règles qui s'appliquent. Effectivement, la vidéo où on voit Doom tourner sur une console de chez John Deere fait poser beaucoup de questions aussi sur la sécurité des données. Il bloque, hein, comme Tesla, hein. Maintenant il bloque les engins quand ça a été modifié. Il y a une vraie question qu'il va falloir se poser là-dessus. Il y a même certains agriculteurs qui se retrouvent à faire des choix d'achat de matériel en fonction de ce qu'ils ont déjà. Je pense particulièrement à Jean-Loup qui l'avait expliqué dans une vidéo que son choix de moissonneuse-batteuse, il a été guidé par le fait qu'il avait déjà de l'équipement John Deere et que c'était juste sur l'interactivité qu'il pouvait y avoir entre tous ces matériels qu'il a décidé d'acheter une machine de chez John Deere. Donc on retrouve cet écosystème Apple de chez John Deere, chez Fendt, chez Claas, et chez tous les autres. Et ils appliquent ce modèle-là effectivement qu'on a nous. Merci pour la présentation. Bien. Est-ce que tu as une idée au niveau date de quand les agriculteurs ont eu accès à tout ce genre de technologie? Et est-ce que dans l'histoire, je sais pas, il y a eu un gap technologique qui a fait que tous ces outils sont devenus possibles et voilà. Le gap techno, il est début des années 2000. Celui que j'ai filmé des potes, là, c'est un tracteur qui a une dizaine d'années à peu près, un peu plus. Et c'était déjà intégré dedans. Donc on est sur quelque chose de relativement ancien. C'est pour ça aussi que je voulais vous présenter un état des lieux de l'existant, de la réalité. Pas de ce qu'on voit dans les centres de recherche, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que je connais plus d'agriculteurs qui sont aujourd'hui équipés de GPS de ceux qui conduisent encore à la main. Donc c'est pas très récent en soi. C'est impressionnant techniquement, mais c'est pas récent du tout. Question. Ouais, je suis disponible, il n'y a pas de problème, vous venez quand vous voulez. Merci.